Vous avez un bateau, un voilier, vous voulez faire le tour de la planète en eau libre. Il vous faut une route où jamais la mer ne rencontre de terre. Cette route existe. Elle franchit difficilement les calmes de l'équateur, longe les côtes de l'Afrique, double le cap de Bonne-Espérance, s'accélère dangereusement dans les tempêtes qui soufflent au niveau des 40e et 50e degrés de latitude sud, et laisse le cap Lewin à gauche, poursuit son tour de l'Antarctique où règnent les icebergs, puis frôle le cap Horn, porte de sortie des mers du Sud. Cette route a un nom, la route des 3 caps. C'est le parcours de toutes les courses autour du monde. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels kick and the wind's song, and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. « 31 octobre 1968, dans le port de Teignmouth, sud-est de l'Angleterre. Cet homme qui répond au salut de sa famille s'appelle Donald Crowhurst. Dans quelques heures, il va s'embarquer pour la première course autour du monde à la voile de l'histoire. What sort of attitude of mind does a single-handed sailor have to have? I think one's psychology has to be fairly stable, and one has to be constantly aware of the risks one is running, which need not necessarily be much greater. Tout a commencé quelques mois auparavant par l'annonce d'un défi digne d'un roman de Jules Verne. Le quotidien britannique Sunday Times promettait un trophée, le Golden Globe, au premier marin qui, parti d'un port anglais à la date de son choix, y reviendrait après avoir accompli un tour du monde sans escale et sans assistance. Un prix de 5000 livres récompenserait celui qui bouclerait son tour du monde le plus rapidement. 9 navigateurs relevèrent le défi. Un Italien, 2 Français et 6 Anglais. Leur départ s'étalèrent de juin à octobre 1968. Il leur fallait embarquer des vivres pour au moins 8 mois, alors qu'aucune course en solitaire jusqu'alors n'avait duré plus de 30 jours. Personne ne savait si un voilier, manœuvré par un homme seul, pouvait endurer pareil périple. Tous ces bateaux paraissaient parfaitement adaptés à une croisière en Manche, mais certainement pas à une épopée de 45 000 kilomètres sans escale et sans assistance dans les mers les plus dures de la planète. Tous les départs de ces marins disent le désarroi de leurs proches, la sourde inquiétude de leur famille devant ce qui est plus qu'une aventure, un véritable saut dans l'inconnu. Donald Crowhurst est le dernier des navigateurs à partir. Il a attendu le dernier jour autorisé par le règlement pour hisser les voiles. Il est 16h52, comme les autres, il ne sait pas quand il reviendra, ni même s'il reviendra un jour. I have never put to sea in such a completely unprepared state in my life. Nevertheless, stipulations were that competitors would leave by the 31st, and leave by the 31st I did. Au moment où Crowhurst pointe l'étrave de son trimaran vers le sud,
Maladie, dématage, chavirage ont déjà eu raison de 5 des 8 concurrents qui sont partis avant lui. Et ce même 31 octobre 1968, le Français Bernard Moitessier arrive, lui, en vue du cap de Bonne-Espérance. La géographie du marin n'est pas toujours celle du cartographe, pour qui un cap est un cap, avec sa longitude et sa latitude. Pour le marin, un grand cap a une âme, avec ses ombres, ses couleurs, très douces, très violentes. Une âme aussi lisse que celle d'un enfant, aussi dure que celle d'un criminel. Et c'est pour ça qu'on y va. Je songe aux anciens de la grande marine à voile. Pendant des siècles, ils ont sillonné les océans pour la découverte ou le commerce, mais toujours pour la mer. Je songe à ce qu'ils nous ont légué dans les documents nautiques où les mots voudraient dire la mer, le ciel, où les flèches voudraient raconter les courants, les vents, avec les angoisses, les joies de ces marins, comme si c'était possible, comme si l'expérience des grandes lois de la mer pouvait être transmise, comme si la mer pouvait être communiquée avec des mots et des flèches. Put him in a bunk with the skipper's daughter. Put him in a bunk with the skipper's daughter. Put him in a bunk with the skipper's daughter. In that morning. C'est à ces marins que pense Moitessier, à ces milliers de marins anonymes qui, au XIXe siècle, ont parcouru la route des 3 caps, à bord de clippers et de 3 mains barques qui pouvaient atteindre jusqu'à 110 mètres de long. 30 à 40 hommes d'équipage manœuvraient 5000 mètres carrés de toile. Il fallait entre 3 et 4 mois pour allier l'Europe au grand port des Antipodes, autant pour en revenir, poussés par les vents portants des 40e rugissants et des 50e hurlants. Cette ronde folle autour de l'Antarctique, royaume des tempêtes, du froid, des icebergs, s'achevait au large d'un rocher planté à l'extrémité sud de la Terre de Feu, le Cap Horn. Dernière vigie du Grand Sud avant le retour en Atlantique, signal de délivrance ou de plus de souffrance encore selon l'humeur de ces tempêtes. C'est à cette époque que le Cap Horn est devenu une légende. Il donna son nom aux matelots et capitaines qui avaient eu l'honneur de croiser dans ses eaux. Les Cap-Horniers étaient l'élite orgueilleuse des marins au long cou. L'appel haut et les tribordais convoqua notre bordée sur le pont, et immédiatement toute l'équipe fut mobilisée. Un pur échantillon du Cap Horn s'apprêtait à nous tomber dessus. Un grand nuage d'une sombre couleur ardoise chassait vers nous venant du sud-ouest. Nous nous efforçâmes de réduire la voile avant de le recevoir sur nous. En un instant, la mer se souleva en vagues de plus en plus hautes, et nous fûmes plongés dans une pénombre qui ressemblait presque à la nuit. On ne comptait plus les carcasses des navires roulés dans les déferlantes géantes ou jetés sur les récifs. Chaque année, un voilier sur 10 disparaissait dans les tempêtes des mers du Sud. Et l'ouverture du canal de Panama et le développement des navires à vapeur mirent fin à cette hécatombe et sonnèrent le glas de la grande tradition de la route des 3 caps. Pourtant, quelques sillages isolés en perpétuèrent la mémoire. À la fin du siècle dernier, Joshua Slocum fut le premier à boucler un tour du monde en solitaire par les mers du Sud. Vito Dumas fut le premier par les 3 caps en 1943. Il fut si malchanceux durant son voyage que l'on dit qu'embarquer à bord un livre de l'Argentin porte malheur. En 1966, Gypsy Moth 4, le bateau de Francis Chichester, se mesure au record des Clippers sur le parcours Plymouth-Sydney-Plymouth. À son retour, Chichester sera anobli par la reine. Les récits de ces marins légendaires ont sans doute hanté la mémoire des 4 rescapés du Golden Globe lorsqu'ils ont affronté les mers du Sud.
Un périple de 4 mois dont, faute de moyens de communication, le monde n'a rien su. Le 17 janvier, un avion de reconnaissance rompt le mystère. Dans la brume, il découvre les voiles de Suali. On sait désormais que le Britannique Robin Knox Johnston vient de passer le Horn et amorce sa remontée de l'Atlantique. 80 jours plus tard, marqué par la violence des éléments, le voilier de Knox Johnston approche du port de Falmouth. Sir Francis Chichester accueille le premier navigateur solitaire à avoir accompli un tour du monde sans escale. Good morning, Sir Francis. Nice to speak to you there. What are conditions like with you at the moment on board Rebecca? Well, we've got rather a squall here at the moment, a rain squall. And you know that these 9 men who started on this race? Yes. Of these, 6 have fallen out. Yes. When you come to think of it, 10 years ago, the voyage of any one of those men who've given up would have been considered a great feat. Quite. It shows how enormously the standard has gone up in long-distance solo ocean racing. Where do we go next, Sir Francis? Well, I don't know. It's quite a puzzle to think of something that will equal this non-stop round the world. And the cannon is gone. The cannon has gone. The hooters, the horns, the salute. Day 312, about 25 past 3 on April the 22nd. And Robin Knox Johnston and Sue Haley have sailed non-stop around the world. Le lendemain de l'arrivée de Knox Johnston, après 4 mois de silence, Donald Crowhurst fait parvenir un message radio où il annonce qu'il s'apprête à passer le Cap Horn. Cette position lui laisse l'espoir de gagner le prix du marin le plus rapide autour du monde. Apprenant cette nouvelle, le concurrent le plus proche de l'arrivée, Nigel Tetley, force sur son bateau qui se disloque au large des Açores. Tetley, récupéré par un pétrolier, se suicidera quelques mois plus tard. Mais la course n'en a pas fini avec les coups de théâtre. Bernard Moitessier, lui aussi de retour en Atlantique, confie un message à une embarcation miniature. Il renonce à la victoire pour continuer son voyage et entame un 2e tour du monde. Dans un carnet de bord enregistré sur magnétophone, il explique sa décision à son ami, l'éditeur Jacques Artaud. Bon, allô Jacques, je ne sais pas très bien comment vous expliquer ce que je voudrais vous dire, peut-être parce que je ne le comprends pas tout à fait moi-même pour le moment. Mais c'est tellement compliqué, tellement difficile de vous expliquer parce que c'est des trucs qu'on ne peut pas expliquer, hein, parce que c'est trop simple. Voilà ce que je sens. Imaginez que vous soyez parti dans la forêt, en Amazonie par exemple, et puis que vous tombiez sur un temple d'une ancienne civilisation disparue, un petit temple. Imaginez que vous ayez compris qu'à une centaine de kilomètres, il y a un autre temple, mais le temple principal. Bon, ben qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas rentrer. Ah, il faut y aller, il faut aller voir, il faut aller plus loin, il ne va pas torpiller, hein, même si vous risquez d'en crever, vous irez quand même. C'est un peu ça que je fais en ce moment. Je veux aller voir plus loin parce que je sais qu'il y a quelque chose plus loin. Et il faut aller plus loin, ça suffit pas, il faut aller plus loin. Alors vous voudriez que je rentre maintenant, mais ce serait la dernière des folies. Ce serait une connerie de rentrer en Europe. Je peux pas rentrer en France. Vraiment, je peux pas. Moitessier renonce aux honneurs trompeurs d'une victoire pour vivre pleinement la relation qu'il a nouée avec la mer. La longue route. Le récit de son voyage sera lu dans le monde entier et transmettra à toute une génération la passion du large. Il n'en reste plus qu'un, Donald Crowhurst, que toute la Grande-Bretagne attend en héros. Mais on attend en vain. Le 10 juillet, à 1800 milles des côtes anglaises, un cargo retrouve son voilier. Le trimaran est vide. Dans la cabine, on découvre 2 journaux de bord. Le premier décrit un voyage imaginaire autour de l'Antarctique. Le deuxième, le vrai, prouve que Crowhurst, durant ses 243 jours de navigation, n'a jamais quitté l'Atlantique. Son tour du monde imaginaire, bâti à coups de fausses positions, restera comme le plus formidable mensonge de l'histoire maritime. Mais plus qu'au récit d'une falsification, c'est à une descente vertigineuse vers la folie et la mort qu'invitent les notes et les images laissées par Crowhurst. À la lecture de la dernière page de son livre de bord,
on comprend qu'il en a volontairement fini avec la vie. I am what I am, and I see the nature of my offense. I will only resign this game if you will agree that on the next occasion that this game is played, it will be played according to the rules that are devised by my great God, who has revealed at last to his Son not only the exact nature of the reason for games, but has also revealed the truth of the way of the ending of the next game, that it is finished. It is finished. It is the mercy. 11 hours, 15 minutes, no seconds. It is the end of my game. The truth has been revealed, and it will be done as my family require me to do it. 11 hours, 17 minutes, no seconds. It is the time for your move to begin. I have not need to prolong the game. It has been a good game that must be ended at the... I will play this game when I choose. I will resign the game 11 hours, 20 minutes, 40 seconds. There is no reason for harmful... Le Golden Globe s'achevait en tragédie. Un seul concurrent à bon port, sur les 9 au départ. Naufrage, renoncement, folie, les mers du Sud nous livraient une histoire à la mesure de leur réputation. De quoi en finir pour longtemps avec l'idée d'une course autour du monde. Ce rameur, c'est Eric Tabarly. Ce bateau, c'est Penduick II. Nous sommes en 1964, 4 ans avant le Golden Globe. Si le dénouement tragique de la première course autour du monde n'a finalement pas marqué la fin de ce type d'épreuve, c'est en partie grâce à lui. Cette année-là, Tabarly remporte devant Chichester la Transat anglaise en solitaire. Tabarly ne navigue pas en subissant les éléments, mais au contraire, les utilise pour aller le plus vite possible. En renversant la traditionnelle domination du yachting britannique, Tabarly redonne jeunesse aux océans, les rend d'un coup plus accessibles, moins effrayants. Avec sa victoire, la voile devient en quelques jours un sport populaire. À l'un des tout premiers salons nautiques de Paris, le général de Gaulle salue celui dont l'exploit vient d'enflammer des millions. Et de vous féliciter de tout mon cœur. Merci mon général. C'est magnifique, tout le monde a admiré ça et ça fait grand effet à tous les côtés. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie pour tout le monde. Les exploits de Tabarly vont rapidement susciter des vocations. En Bretagne, une école de voile issue de la Résistance accueille des milliers de stagiaires dans l'archipel des Glénans. En ces années 60, le yachting, jusqu'alors réservé à une élite, se transforme en loisir de masse. La plaisance est née. Pour ces milliers de marins en herbe, les espaces vierges du Grand Sud vont vite devenir un aimant puissant. Le Golden Globe a prouvé que naviguer autour du monde en solitaire et sans escale est bien trop dangereux. Soit, on concourra en équipage et avec escale. C'est la Whitbread. 18 boats in the basin at HMS Vernon at Portsmouth, which tomorrow will start in the world's longest ocean race. The Whitbread Round the World race begins at noon, and for the 170 competitors taking part in this race, it will be the beginning of an 8-month adventure. What motivates people to take part in a race of this length? I asked Leslie Williams. I think because you always want to do the things that are best and hardest, and this is the biggest and longest and hardest
yacht race that anybody's thought of yet. And so it's a good one to win. And just to take part? To win. Elsewhere in the basin, the less hurried loading of stores goes on for the first leg of the race to Cape Town, where the yachts will make the first of their 3 stops in this 27,000-mile race. This leg is just over 6,000 miles and will take the fastest of the yachts around 5 weeks. There is no large cash prize for the winner, just this silver cup presented by Whitbreads, who have sponsored the whole race. Les équipiers des 18 bateaux qui prennent le départ à la fin de l'été 1973 viennent des 4 coins de la planète. Peu sont des marins professionnels. Tabarly est là avec son Penduic 6. Tombé fou amoureux de cette course, il ne sait pas encore qu'il se refusera toujours elle. Les concurrents composent un inventaire à l'après-vert. Des étudiants, polonais, italiens et allemands sur des bateaux très jeunes, un richissime Mexicain et son luxueux voilier de série, une famille française et sa confortable goélette, 3 équipages de militaires britanniques. Pour tous, l'essentiel est de tenter l'aventure. Nombreux sont ceux qui ont 20 ans ou guère plus, et c'est leur première grande traversée. Ils abordent l'océan Atlantique avec le même optimisme que leur vie. Ils sont d'une génération qui aime les utopies. La leur a la couleur des océans. À la même époque, certains partent sur les routes, d'autres rêvent de refaire le monde. Eux ont simplement décidé d'en faire le tour. Ils font de cette course une nouvelle forme d'expérience communautaire. C'est à bord de 33 Export que s'exprime peut-être le mieux cet état d'esprit. Les 2 skippers, Jean-Pierre Millet et Dominique Guillet, se sont entourés d'une bande de copains. Cette course est pour eux un apprentissage, celui de la vie de marin. Là. Alors, où est-ce que je suis? C'est là, avec qui je suis? Non. Qu'est-ce qu'on me demande? Je crois que qui les a demandés? 4. Daniel, le plus jeune des équipiers, n'avait jamais mis les pieds sur un bateau. Ce qui m'attirait, c'était que nous allions vivre au soleil pendant 3 semaines sous les tropiques. Et les copains qui mobilisaient notre attention, c'étaient ceux qui étaient en mer, avec nous, sur les autres bateaux, nos concurrents. Nous avions oublié nos parents, nos amis à terre. Il y avait la peur aussi, dont personne ne parlait. Nous savions bien qu'il y avait un risque, mais à quoi bon en parler? 43 degrés sud et 71 degrés est. Depuis 4 jours, là, personnellement, moi, je n'avais jamais vu la mer comme ça. C'est impressionnant, c'est incroyable d'ailleurs. Hein. On fait peur. On a peur et c'est fantastique à la fois parce que ça, le spectacle est extraordinaire, c'est grandiose. On voit ces énormes lames
viennent briser derrière nous, qui viennent arroser le bateau. On a eu des surfs inouïs en bloquant 1 km à plus de 20 nœuds, donc on marchait au-delà, on ne sait plus à quelle vitesse on marchait. Ça fait peur et c'est brisant et c'est beau à voir. Dès la deuxième étape, les mers du Sud composent un décor d'apocalypse. On estime certaines lames à plus de 20 mètres de haut. Penduick et 3 autres bateaux dématent. Pour tous les autres, le Grand Sud n'est pas plus clément. Jamais ils n'ont affronté de telles tempêtes. Trois marins disparaîtront, tous trois emportés à la mer par des lames. Dominique Guillet, le co-skipper de 33 Exports, est l'un d'entre eux. À bord du voilier français, la belle insouciance du début de course n'est plus qu'un souvenir. À la peine de laisser un ami dans son sillage, se mêle une peur terrible, irrépressible. J'ai eu la trouille pendant 12 ou 18 heures. Je suis resté dans ma couchette, je refusais de me lever. J'ai pris des tranquillisants pour me calmer, je savais que si je montais sur le pont, je ferais une bêtise. Mais comme tous les autres, Daniel Millet n'a pas le choix. L'équipé dans les mers du Sud doit continuer. Et puis enfin, le voilà. Dans les instructions de course, le Cap Horn n'est qu'une simple marque à laisser à bâbord. Mais la plupart ont accepté d'endurer tous ces efforts uniquement pour lui. Cette année 1974, les monocoques de la Whitbread ne sont pas les seuls à franchir le Horn. Le premier grand multicoque moderne, conçu par Éric Tabarly, a pris lui aussi la route du Sud. Il est barré par l'un des plus populaires des marins français, Alain Collat. Collat aurait voulu l'engager dans la Whitbread, mais les organisateurs, estimant trop dangereux ce genre d'engin, ont refusé son inscription. Alors il est parti, seul, en franc-tireur, au prétexte de battre le record de 136 jours établi par le clipper Patriarche sur le parcours Europe-Sydney-Europe. Mais comme pour les équipages de la Whitbread, son vrai défi, c'est le Horn. Depuis des mois, on fait route vers ce but. On va passer le Cap Horn. Cette masse rocheuse qui pénètre virilement dans l'océan, où toute la dentelle des sommets, des anfractuosités traduit bien
la dureté de ces mers-là. Et on passe. Alain Collard rentre à Saint-Malo sans avoir battu le record des clippers. Si les multicoques allaient bientôt s'imposer dans toutes les transatlantiques, le skipper de Manureva avait pu, lui, mesurer les dangers d'aller naviguer sur ce type de bateau dans les conditions extrêmes du Grand Sud. Dans le fond de l'océan Indien, je crois que j'ai peur. On ne peut pas imaginer ce que c'est. C'est vraiment des pays de misère. Les vagues énormes qui courent sans cesse, martèlent le bateau sans arrêt. Et ça rentre, et ça rentre. Et on a beau réduire, le bateau va encore trop vite. Il arrive un moment où on a fait tout ce qu'il fallait pour le bateau. On a pris exactement l'allure qui convenait, la voilure qu'il fallait. Et il n'y a plus rien à faire et on sent que les vagues sont encore plus mauvaises et qu'elles peuvent aller plus loin. Et on s'enferme à l'intérieur du bateau, on bouche toutes les ouvertures, avec un marteau on enfonce des chevilles de bois partout où de l'eau pourrait rentrer. Et là je crois que j'ai pas été rassuré. 8 ans plus tard, la 3e édition de la course autour du monde en équipage a un peu changé de visage. Le milliardaire hollandais Cornelis van Richthofen, déjà vainqueur en 77, revient cette fois avec l'ambition d'aller le plus vite possible autour du monde. Cornelis puise dans sa fortune pour se faire construire le premier maxi monocoque de l'histoire. Flyer a une taille, un poids et une surface de voile aux limites de celles admises par le règlement. Il est la première machine spécifiquement dessinée et équipée pour surfer et partir en survitesse sur la houle profonde des mers du Sud. Mais au début des années 80, la Whitbread laisse aussi la place à des projets moins coûteux qui sentent encore bon le temps des copains et de l'aventure. Le voilier Morbihan en est la parfaite démonstration. À l'origine, 3 jeunes apprentis marins bien décidés à tracer leur sillage dans ce tour du monde en équipage, au succès grandissant. Sans un sous-vaillant ou presque, ils construisent de leurs mains un bateau, puis persuadent 3 skippers expérimentés de se relier pour les mener autour du monde. Ils gagnent un surnom dans cette aventure, les Glandos. Et ces Glandos-là vont réaliser leurs rêves. Eux aussi feront partie de cette génération de nouveaux caporniers formés sur les bateaux de la Whitbread. En moins de 10 ans, ils sont plus de 500 navigateurs à avoir ainsi acquis le droit de pisser au vent, privilège que seul accorde selon la tradition un passage du Horn. 500, soit 20 fois plus de marins qu'au cours des 50 années précédentes. L'imaginaire du Horn va changer. On ne fera plus référence désormais aux caporniers du 19e siècle, mais aux grands skippers des courses autour du monde. Les Eric Tabarly, Peter Blake, Éric Loiseau, Skip Novak, Alain Gabet. C'est grâce à tous ces coureurs d'océan que le Horn se conjugue de nouveau au présent. L'évolution de la Whitbread en une véritable compétition ne satisfait pas ceux pour qui les mers du Sud doivent rester avant tout animées d'un esprit d'aventure et de découverte. Le Bock Challenge, un nouveau tour du monde en solitaire, naît de cette réaction. Mais au souvenir du Golden Globe, ses créateurs l'ont voulu avec escale. En septembre 1982, 17 concurrents se préparent à prendre le départ de cette nouvelle course. Presque tous sont des inconnus. Ils sont maîtres chiens de traîneau en Alaska, directeurs de plantations de caoutchouc au Brésil, agents immobiliers à Londres, policiers ou journalistes en Californie et très rarement navigateurs professionnels. Aucun n'a jamais brillé dans une grande épreuve océanique.
Tous écoutent avec attention les conseils éclairés du directeur de course, Robin Knox Johnston. Et si tous ne font pas bénir leur bateau à l'image de la cérémonie bouddhiste que fait célébrer le japonais Yuko Tada, les mers du Sud conservent dans leur esprit une dimension quasi spirituelle. I want to be as comfortable as possible going to Cape Horn. Do you have any fear of the Horn? No fear of the Horn per se. I have fear of getting there. You know, I've heard a number of boats had knockdowns. I haven't had a knockdown. City of Dunedin was telling me he was on his deck by his main mast and he was washed clear back to the length of his safety line. And he said he just couldn't resist the speed of the water. I mean, he was going 12 knots and there was no force on earth that would have kept him on that boat unless he were connected. I don't want that to happen. Ces voiliers qui s'élancent dans la baie de Newport sont de solides et confortables bateaux de plaisance, parfaitement adaptés à l'âge de leur capitaine. Quelques-uns ont certes été dessinés pour la course au large, mais le règlement limite leur longueur à 17 mètres et ils sont bien éloignés des maxi monocoques de 25 mètres de la Whitbread. Leur conception reste sage, à la mesure des craintes qu'inspire le Grand Sud à un marin solitaire. Dans les 40e Sud, on espère avant tout survivre et revenir à Newport, fier d'avoir accompli le voyage d'une vie. Un état d'esprit que n'auraient pas renié les pionniers du Golden Globe. La goélette en acier du néo-zélandais Dick McBride ressemble d'ailleurs comme deux gouttes d'eau à Joshua, le bateau légendaire de Bernard Moitessier. Dès les premiers milles, un bateau creuse déjà l'écart. Son barreur, Philippe Gentot, ancien plongeur professionnel, est l'un des nombreux marins à avoir attrapé le virus du large à la lecture des récits de Moitessier. Apprenant par une annonce dans une revue nautique la création du Bock Challenge, Gentot a tout laissé pour trouver un financement. Fort de l'appui d'une banque, il s'est fait construire une machine de course spécialement taillée pour ce tour du monde qui va lui permettre de remporter haut la main les 4 étapes. Un seul bateau sera en mesure de menacer la suprématie de Gentot. C'est Gypsy Moth 5, l'ancien voilier de Chichester. Mais les récifs du détroit de Bass mettront un point final à cette rivalité. I was running under full running rig at sort of 8.25 knots in about 28 knots of wind. I knew exactly where I was. While I was asleep, I think two things happened. Firstly, I slept much longer than I did. I suppose I became overconfident, and I never sleep for more than about an hour, and I didn't set the alarm. And secondly, I think the wind must have shifted direction slightly, and she was under self-steering gear at all, and so she altered her course slightly, and basically she ran up on these rocks. Trois autres bateaux disparaîtront. L'un, venu s'abriter dans une anse des Falklands, n'aura guère plus de chance que Gypsy Moth. Les deux autres feront naufrage en pleine mer. Mais la balise Argos, installée pour la première fois sur un tour du monde, répercutera leur signal de détresse à terre. Les naufragés seront sauvés et ramenés à bon port par d'autres concurrents. Down there in the Southern Oceans, you're always apprehensive. You're always sort of tense, wondering what the heck's going to happen next, because you're not always under control. And you're doing fairly fast speeds. You're getting winds constantly between 30 and 40, 50, a few times a gust at 60. And they are the ones that create the problems. And as I said, you get a lot of tension. You find that you feel you just cannot get through another 24 hours that you've had it. You're tired, you're miserable, you're cold. You know, there's nothing dry in your boat. There's nowhere dry to go. You can't get warm. You know, all you want to do is get out. We went down to 56s and can't see the front of your boat. You can't see the sky. It's all fog. The longer the period I was at sea, I found that my mind became much more dominant, and it was as if it stood out of your body and talked to your body and said to your body, this is what we're going to do today and this is how we're going to do it. I found that the mind became a separate identity. It controlled
the body and control the situation all the time. The worse the situation, the stronger the mind becomes. The body seemed to be receptive, and in the end I found myself talking to myself and holding, I thought, sensible conversations about the steps should be taken to take a spinnaker down or put a spinnaker up. So I found the longer the race went, the further they separated. And as we got towards the finishing line, your mind and your body come back together, and you come across the line as one person, which I thought was fascinating. Huit mois après leur départ, ils seront 9 à fêter leur retour à Newport. 9 à donner raison à Robin Knox Johnston qui leur avait dit « Celui qui revient a gagné ». Ces 9 hommes effaçaient l'image tragique du Golden Globe. Ils apportaient la preuve que courir autour du monde en solitaire était possible. Quatre ans plus tard, le Boc Challenge est déjà devenu une véritable course où s'alignent plusieurs navigateurs professionnels. Philippe Gentot, qui remporte cette deuxième édition, imagine alors avec d'autres marins français une course plus radicale encore. Un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. « 20 ans après le Golden Globe, ils sont 13 à renouer le fil d'une histoire qu'on disait impossible. 13 parmi les meilleurs marins de leur génération, anciens du Boc Challenge ou de la Whitbread, spécialistes de la solitaire du Figaro, stars des transats. 13 à s'élancer des Sables d'Olonne pour cette nouvelle course sans escale et sans assistance appelée Vendée Globe. Si leurs monocoques sont bien plus marins, bien plus grands, mieux équipés que ceux de leurs aînés, les inquiétudes restent les mêmes. Des 13, un seul parviendra-t-il à revenir aux Sables d'Olonne sain et sauf? Pour l'heure, dans un froid vif, le tour du monde débute comme une régate dont Loïc Perron sort en tête. Au départ, bien peu classé, Titouan-Lamazou parmi les favoris. C'était méconnaître sa hâte, son obsédante volonté de vaincre et sa parfaite préparation. Dès le deuxième jour, il prend la tête de la course. Voilà, je viens de passer le Poteau Noir il y a 2 jours, puisque je suis par 4 degrés 10 sud. Et puis c'est la première fois que je commence mon journal de bord télé parce que j'ai eu beaucoup de travail jusqu'à présent et puis j'ai eu pas mal d'ennuis aussi. Et puis j'avais besoin d'un petit peu de temps pour me sentir bien dans ma peau, de reprendre bien contact avec mon bateau, d'être bien avec lui, d'essayer de régler tous les petits problèmes qu'on a eu depuis le début. Bon, des problèmes, c'est sûr qu'on en a un peu tout le temps, quoi, mais j'avais besoin de temps moi, pour me retrouver un petit peu seul, pour oublier un petit peu la terre, les rythmes terrestres, et puis tout ce qui fait, je dirais, retrouver tout ce qui fait la vie d'un marin, quoi. Donc là, maintenant, je suis bien, là, je suis vraiment en parfaite communion avec mon bateau. Au calme de l'Atlantique Sud qui s'acharne sur Philippe Gentot et le gros de la flotte, répond une première tempête qui salue l'arrivée de Titouan-Lamazou, Philippe Poupon et Loïc Perron dans les 40e rugissants. Plus de 1000 km séparent maintenant ce trio de tête de leurs poursuivants. Filou a déclenché sa balise de détresse, on va se détourner, on va essayer d'aller chercher les dans le sud à 130 000.
Au sud de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres de toute terre, Philippe Poupon demande de l'aide pour la première fois de sa carrière. Loïc Perron, qui s'est porté à son secours, découvre un spectacle incroyable du jamais vu. Le bateau de Poupon est couché sur le flanc comme un vulgaire dériveur, alors que le poids de sa quille aurait dû normalement le redresser. T'as vu la panade? Il doit rien faire, quoi. Je suis parti, je me suis fait renverser par une déferlante. Et puis, depuis, ben voilà, je suis là, ça fait plus de 24 heures, quoi. Ce que je pense faire, je dirais à l'avant et je laisse passer un bout, et que tu respires comme ça. Merci mon Lolo, ça me fait super plaisir, j'ai eu un peu la souris, je te dis. Quelqu'un là? Bon, alors je viens de passer sous le pont de Filou, là il va bien, je viens de l'avoir en VHF. Il s'est fait coucher et depuis 24 heures il est resté couché. A priori, il croit que le bateau peut se redresser. Alors il va me balancer un bout à l'avant et je vais essayer de tirer son étrave sous le vent parce que c'est la surface de la coque d'après lui qui le plaque vachement, ce qui est vrai aussi sur l'eau. Ouais. Remorque et puis on attend, mes enfants, on attend, il va essayer de larguer l'artimon, c'est-à-dire le mât de l'arrière, il en a deux lui. Alors les deux mâts, il couche son bateau complètement, avec les voiles, tout ça, donc en larguant un, peut-être que bon. Le chavirage de Poupon a marqué les hommes de tête qui lèvent le pied. Pour les autres, c'est l'espoir de combler leur retard en forçant sur leur machine au risque d'embarder spectaculaire. Parmi eux, Jean-Luc Van Dennett, un professeur de maths de Lorient, totalement inconnu du grand public, entame une incroyable remontée. Le 28 janvier, il accède à la 2e place. Le problème, là, c'est qu'on est tellement près du pôle sud, de l'endroit où c'est le sud magnétique, c'est-à-dire le zéro magnétique à côté de la Terre Adélie, que pratiquement on est obligé de barrer tout le temps parce que les compas, même les compas fluquettes, ont tendance à faire balader le bateau. Alors c'est pour ça que je prends la barre, je suis plus vite à la barre et surtout quand il y a des surfs comme ça. Mais là dans les grains c'est amusant, mais en dehors des grains c'est bon. Alors donc aujourd'hui, ben voilà, je passe d'un bord à l'autre de la carte. Alors c'est quand même important parce que c'est psychologiquement, ça change de paysage. Voilà, donc je me retrouve ici. Et voilà, c'est encore donc tout ça à faire. Je viens d'avoir la trouille de ma vie. 3 icebergs. Oh non de Dieu. Je suis sorti larguer un petit riz là. En sortant à droite. À quoi? Un demi-mille, 500 mètres quoi. Oh non plus que ça fait 1 000. Un énorme iceberg, bon. À gauche, un autre, encore plus gros, un demi-mille. Et il y en avait encore un autre à droite, un plus petit. Des growlers partout, dans un champ de mine quoi. Et là la nuit qui tombe, il se peut très bien qu'il y en ait partout. Et puis, oh non de Dieu l'angoisse. J'ai passé la nuit dehors, quoi. Puis alors il fait moins 15 dehors, là, ça caille, c'est pas possible. L'eau est à 0 degré, alors tu m'étonnes. On est peut-être un petit peu sud, là. On est par 61 sud, là.
Pour resserrer toujours plus l'écart avec l'Amazou, ses poursuivants ont décidé de raccourcir leur route en se rapprochant du continent antarctique. Cette route très sud les conduit au milieu des icebergs. Pour ceux qui sont équipés d'un radar, la veille commence longue et angoissante. Pour les autres, cela ressemble à la roulette russe. Pour tous, le plus grand danger est un ennemi invisible qui se nomme Growler. Glaçon de plusieurs tonnes qui se détache des icebergs et flotte entre deux eaux. Qu'une coque percute un Growler, et c'est la fin du voyage, pour le bateau comme pour son skipper. Ah putain, se bagarrer, faire marcher le bateau, faire que ça aille vite, prendre des risques, ok, mais alors vivre avec la peur de taper dans un iceberg en permanence, ah non, non, non. Ah, voilà. Le 9 février à 5h15, Titouan-Lamazou est le premier à quitter ce qu'il a baptisé le pays de l'ombre. Dans la grisaille, il n'aperçoit pas le Horn. Qu'importe. Pour lui, l'essentiel est d'être toujours en tête, devant Jean-Luc Vandenette et Loïc Perron qui doublent le cap 24 heures plus tard. Entre ces trois marins, la course va désormais se jouer sur les options de route dans la remontée de l'Atlantique. L'option consiste à ne pas faire ce que font les autres, à savoir, les autres vont faire le tour par l'est. On va tenter le coup auprès, dans la pétole, ici. Parce que il se peut, d'après mes fichiers météo, tout ça, mais c'est pas sûr, que l'anticyclone se décale un peu vers l'est. Ça serait génial. Alors évidemment, on se retrouve auprès, mais deux avantages. Le peu de vent qu'on a, vaut mieux l'avoir dans le nez. Comme ça, c'est mieux. On a du courant avec nous. Et le troisième avantage, c'est surtout que ça risque de bloquer les autres qui passent à droite. A l'inverse, si ça se passe pas comme ça, on est dans une merde noire. L'équateur franchi, le suspense reste entier. Après 40 000 km de course, Vandenette et Perron ne comptent plus que quelques dizaines de kilomètres de retard sur l'Amazou. C'est à l'ultime obstacle météorologique, l'anticyclone des Açores, que revient la charge de les départager. Gérard Puzy, vous êtes donc en direct au Stade de l'Homme pour cette victoire de Titouan-Lamazou. Oui, enfin, ça y est, cette fois-ci, ça y est, Titouan-Lamazou passe la ligne d'arrivée et il a eu un geste des deux bras, bien timide car il a de la pudeur, Titouan-Lamazou. Il est très très pudique, mais il s'est retourné dans tous les sens, il a souri à tout le monde. Vainqueur, grand vainqueur, nettement vainqueur, même si Loïc Perron n'est pas très très loin, puisque Loïc est à une journée, et avec ses 14h30 de bonus pour avoir aidé Philippe Popon, il sera en fait à Hambourg, beaucoup moins d'une journée. Mais cette victoire en est peut-être d'autant plus grande car il y avait de l'opposition et de l'opposition de haut niveau pour Titouan-Lamazou. En 109 jours, Titouan-Lamazou avait pulvérisé le record de vitesse autour du monde. 109 jours, soit 3 fois moins de temps que Knox Johnston 20 ans auparavant. Les voiliers des Tours du Monde en solitaire évoluent encore dans les courses suivantes. Un homme seul maîtrise dorénavant une surface de voilure identique à celle que les 14 équipiers du Penduc 6 manœuvraient dans la première Whitbread. Poussés par 500 mètres carrés de toile, ces planches à voile océaniques, tout en carbone, surfent à 50 km/h barrés par des pilotes automatiques. Une assistance électronique qui laisse au skipper tout le temps nécessaire pour décider à la table à cartes de sa stratégie de course. Bon là depuis 5-6 jours, je dirais une moyenne complètement, une moyenne très élevée. Moi je suis impressionné par les nombres de milles que je fais par jour. Alors c'est pas très reposant là, vous entendez le sifflement à la Daki. Alors je suis un peu crevé là, ça prend la tête. D'être à toute vitesse comme ça tout le temps, c'est un peu oppressant. Je pense qu'en ce moment même je suis en train de casser le record sur 24 heures en monocoque et en solitaire. Il y a 21 nœuds là, 22 nœuds, 22 nœuds 3, 22 nœuds 2, 22 nœuds, 20 nœuds. 20 nœuds, c'est la vitesse d'une vedette rapide de croisière.
des milliers de milles. Des milliers de milles. C'est vraiment super. C'est vraiment super. Il va falloir améliorer un peu le confort du skipper parce que les vitesses élevées, je vais me mettre un casque, je sais pas, un truc quoi. Parce que vous voyez que c'est quand même pas. L'ambiance est un peu sport, un peu tendue. Si, à partir du milieu des années 80, la course en solitaire a surtout été marquée par les progrès des bateaux, à la même époque, c'est plutôt du côté des hommes que les tours du monde en équipage ont le plus évolué. Le monde de la voile change, les marins aussi. Ils sont devenus des athlètes, dont la préparation physique et médicale ressemble à celle des sportifs de haut niveau. Rien ne sert d'associer les meilleurs marins du monde s'ils ne forment pas un équipage soudé et coordonné. Des qualités qui s'acquièrent au cours de longues séances d'entraînement où chaque manœuvre est répétée des centaines de fois pour que chaque geste devienne un automatisme. Le départ de la Whitbread ressemble maintenant à celui d'une régate. Les bateaux s'affrontent dès le coup de canon et il n'est pas question de concéder 1 mètre à ses adversaires. Fini le temps où les équipiers étaient polyvalents. Sur le bateau, chacun a une tâche bien spécifique. À l'équipier dit numéro 1 de faire de la haute voltige dans les voiles d'avant. À celui que l'on place au piano de régler la tension des vis. Au plus léger, d'être envoyé dans les airs pour réduire la grande voile ou monter au mât, vérifier le gréement. Au plus fin barreur, le droit de tenir le cap. Au plus costaud et au plus résistant, la charge de manier les winches. Et à tout l'équipage réuni le soin d'affaler les spinnaker. Steinlager position is 0, 9, 5, 7, 3, 5. Dans la cabine, 2 personnes décident de la route à suivre, le skipper aidé du navigateur. Les outils dont il dispose ont considérablement évolué. Récepteurs d'images et de cartes météo par satellite, micro-ordinateurs, logiciels de routage. Pourtant, les skippers hésitent de plus en plus à tenter une option originale. La tactique, inspirée des régates côtières, consiste avant tout à marquer son adversaire le plus dangereux. Il est maintenant très fréquent de naviguer à vue après plusieurs milliers de milles de course. C'est même parfois bord à portée de voie que 2 bateaux se marquent durant toute une étape. Dans ces conditions, doubler un adversaire au plus près est une arme psychologique redoutable. Il y a quelques années, les écarts à l'arrivée se comptaient en journée. Désormais, de nombreuses victoires d'étape se joue à moins de 10 minutes. En 1990, à l'arrivée d'Auckland, on a vu les 2 maxi monocoques, Rothman et Merritt, se battre pour 28 secondes d'écart. 28 secondes après 28 jours de course, 1 seconde par jour. Dans le Grand Sud, il n'est plus question d'affaler les voiles lorsque s'annonce une tempête. Pour faire la différence, on conserve le maximum de toile le plus longtemps possible. Dans des coups de vent où les équipages d'autrefois n'auraient conservé qu'un mouchoir de poche en guise de toile, on fonce sous spi et grand voile haute. Un bateau bien toilé qui surfe interminablement sur les mers du Sud. C'est pour ces moments-là que la plupart des équipiers courent la Whitbread.
La tension accumulée dans ce genre d'exercice est si forte qu'il est difficile de la supporter très longtemps. Toutes les 4 heures, les hommes de quart descendent dans la cabine pour se nourrir et se reposer. Mais à l'intérieur, la vie n'est pas forcément de tout repos. Débarrassée de tout poids superflu, la cabine est spartiate et inconfortable. Plus question de bons plats mijotés par un cuistot. Pour alléger le bateau, on embarque des vivres déshydratés. Sans cesse dérangé par le va-et-vient des hommes qui prennent leur quart, il est difficile de trouver le sommeil. Dans ce lieu où rien n'est jamais sec, toute intimité est interdite. À bord de chaque bateau, l'un des équipiers est médecin. Les blessures, plus ou moins graves, sont quasi quotidiennes. Quand vient l'heure de reprendre son quart, il faut plus de 30 minutes pour s'équiper en cherchant constamment son équilibre dans une cabine que les vagues transforment en tambour de machine à laver. Bien sûr, à force de mener ses bateaux au maximum, il arrive qu'ils cassent. Les baumes et les tangons se brisent régulièrement. Depuis 1987, en moyenne, un bateau démate à chaque étape. Il n'est pas rare que, sous les coups de boutoir des vagues, les coques fabriquées en matériaux composites se délaminent au risque d'importantes voies d'eau. Sur Brooksville, en 1994, c'est l'attache du safran qui a cédé et percé la coque. La Whitbread est devenue une gigantesque régate autour du monde. On imagine le Cap Horn relégué à une simple marque de parcours. Et pourtant... This is the big dream. Rounding Cape Horn in front of the whole fleet. 52 miles ahead. Pour l'équipage de Steinlager, vainqueur de toutes les étapes de la Whitbread 90, le Horn ne sera jamais non plus un cap comme les autres. C'est à ce mélange de modernisme, d'audace et de tradition que leur pays, la Nouvelle-Zélande, doit de dominer la voile en cette fin de siècle. À l'image de leur skipper, Peter Blake, qui tient à respecter les dernières volontés d'un vieux capornier en dispersant ses cendres dans les eaux de ce rocher du bout du monde. Oui, il est 9 nautiques. Vas-y, ça fait où, Jean-François? Comme ça, Depuis la fin des années 70, les multicoques se sont imposés comme les voiliers les plus rapides, détenteurs de tous les records de vitesse, capables de traverser l'Atlantique en 6 jours. Mais à de rares exceptions près, les multicoques se sont toujours tenus à l'écart des tours du monde. L'explication est simple. Un multicoque chavire facilement et une fois sur le toit, il n'est plus possible de le redresser. Dans l'Atlantique, les secours peuvent arriver à temps. Dans l'immense désert maritime qu'est le Grand Sud, le risque est énorme. S'il chavire, il n'y a plus grand-chose à espérer. Ce catamaran géant qui va couper une ligne imaginaire entre le phare de Ouessant et le Cap Lizard s'apprête bien pourtant à prendre le départ d'un tour du monde. Quel autre type de bateau serait capable de relever le pari lancé 4 ans auparavant par un groupe de navigateurs, boucler le tour du monde en moins de 80 jours? Un défi en forme de symbole baptisé Trophée Jules Verne. Il continue encore, hein, comme ça. The line for Enza, stand by. Stop. Stop. You cross the line, Enza. 13:05.
À bord d'une vedette, un homme accompagne le grand catamaran au-delà de la ligne de départ. Un an avant, Bruno Perron a été le premier à gagner le trophée Jules Verne en descendant sous la barre symbolique des 80 jours. Lui sait ce qui attend l'équipage d'Enza, New Zealand. Il se souvient de cet ouragan affronté pendant 2 jours à l'entrée du Horn. Bruno Perron et ses équipiers ont bien cru alors vivre leur dernière heure. On est en train de se faire actuellement secouer par une forte dépression et il y a 40 nœuds dehors. 40 nœuds, on sait ce que c'est, mais 40 nœuds pour le sud, tout près du pôle sud comme ça fait très très froid. Sur Commodore Explorer, Bruno Perron et ses 4 équipiers ont mis 79 jours, 6 heures, 15 minutes et 56 secondes pour boucler leur tour du monde. C'est ce record que doit battre Enza New Zealand. Six équipiers expérimentés, 3 Britanniques et 3 Néo-Zélandais, se partagent la tâche de faire avancer le bateau. À leur tête, 2 vieilles connaissances, Robin Knox Johnston et Peter Blake. Le vainqueur de la première course autour du monde et le skipper emblématique de la Whitbread se sont associés dans l'espoir de devenir les marins les plus rapides de la planète. Quite a big sea we're going down at the moment. Oh! My boat's absolutely full, just full up. Anyway, we're now very wet, having been very dry. Right, hey, we're about at 517.2. All right? Yes. Feels like it. That's our 6th day in the Jules Verne, our average speed of 21.55 knots over the last 24 hours.
This means that we've now averaged 19.05 knots. 19.05 knots for 6 solid days. It's just unbelievable. We are under 500 miles from the equator. Enza New Zealand franchit l'équateur après 7 jours de mer. Jamais on n'avait été aussi vite pour atteindre l'hémisphère sud. Oh, George, he's open up. Well. Sur leur tableau de marche, Peter et Robin notent une avance de 24 heures sur Commodore Explorer. Hello from on board Enza New Zealand in the roaring 40s down in the Southern Ocean below South Africa. We've 20 days at sea now, and to be at this point right now is pretty fantastic mileage. Never been done before by a sailing yacht, and everyone on board is also pretty happy about it. We're now heading through towards Australia, New Zealand, and then the ultimate yachtsman's or seaman's goal of Cape Horn before coming back up the Atlantic once more. We're about a quarter of the way through the journey, very fast sailing, and I guess we're thoroughly enjoying it most of the time. Have had some very rough seas. We estimate 15, maybe 18 metre high seas, quite heavily breaking from a number of different directions. Wind squalls coming through at up to 54 knots, with the boat heavily reefed down, at times just a triple reef mainsail only, which is just a pocket handkerchief for this vessel, but still averaging 16 or 17 knots in the right direction. At the present time we're about 950 miles approximately ahead of where Commodore was last time. Halfway point. 35 days to get halfway around the world. No sailing boat has ever gone this fast in all of history. It's quite incredible progress. Yeah, there's a high here, way down, so they've got to come underneath it. The original plan for coming through the Southern Oceans, not get too far south, keep away from the icebergs. It's off a bit Heston, but we're going through a number of bergy bits right now that have broken off that one back there, so we're having to weave ourselves around and keep a jolly good lookout. There's little bits of ice in the water all around us at the moment. Par 61 degrés sud, à des latitudes où le vent souffle d'ordinaire en tempête, Enza trouve sur sa route un gigantesque anticyclone. Il reste encalminé pendant des jours et perd une bonne partie de son avance. Seems to have taken a long time since we went past New Zealand, but it's all part of the game, and I guess it's one of those formidable capes that you've
concerns its reputation and sort of puts up a little bit of a fight. Very hard from 61.5 degrees south, about 900 miles to the southwest of Cape Horn, and we have the wind coming from Cape Horn. It's a northeasterly, and it's about 35 to 40, I reckon, going to 45 plus. The seas are getting very, very steep. When seamanship takes over, and you've got to batten down the hatches and preservation. You've got to preserve the boat, look after it. There's still a long way to go. I don't know, 8,000 miles or something from the Horn to the finish. Au 48e jour de mer, après un passage du Horn aussi mouvementé que le veut la tradition, Enza revient en Atlantique. Comme souvent dans les courses autour du monde, tout va se jouer lors de la remontée d'un océan où les pièges météo ne manquent pas. À la table à cartes, Peter et Robin entament de longues discussions. Il est parfois difficile de s'accorder sur une stratégie. Pour l'heure, le vent est aux abonnés absents. Suddenly yesterday, the seawater temperature rose from about 8 degrees to 19 degrees. Today it's been sunny, the wind's disappeared however, which is not good news, but it's a lovely sunny day. Everyone's getting washed for the first time for an awful long time, over. Just 1,700 miles from the finish, and we've got 10 days to do it. Should be a shoe-in for a boat like this, capable of 20 knots. That's only asking us to do 7.5 knots, but we need the wind. Et du vent, ils ne vont pas en manquer. Alors que 400 km seulement les séparent de Ouessant, une journée de mer, une tempête digne du 40e rugissant les accueille à l'entrée de la Manche. Le vent souffle à 100 km/h. À sec de toile, le catamaran fonce à plus de 20 nœuds et manque sans cesse de chavirer. L'équipage a peur de tout perdre. La course, le bateau, la vie. Blake propose de larguer des dizaines de mètres de chaînes et de cordes pour freiner le bateau. La manœuvre a réussi. Paradoxe, c'est en étant volontairement ralenti que le multicoque le plus rapide au monde approche de la ligne d'arrivée. À ces 8 hommes, il aura fallu 74 jours, 22 heures et 17 minutes
pour faire le tour du monde. New Zealand, this is the finishing line at Creash. Do you read, over? Tout cela pourquoi? Pour la puissance des grands vents d'ouest, pour la respiration de la mer, pour l'harmonie entre ces forces illimitées et ce bateau si fragile. Pour ces quelques heures où le voilier plane comme une planche de surf dans un grondement sourd. Pour ces quelques minutes où il dévale les vagues sans un bruit entre deux murailles d'eau. Pour ces quelques secondes où la pente de la vague le fait accélérer encore. Pour ces quelques instants de vent puissant, de mer énorme, de vitesse folle, où chacun de nous, les yeux écarquillés, retient son souffle. Pour ces quelques minutes, ces quelques instants, ces quelques secondes hors du temps et de la pesanteur, nous sommes prêts à aller à l'autre bout de la terre. I've traded with the Maoris, Brazilians and Chinese. I've courted dark-eyed beauties beneath the kauri trees. I've travelled along with a laugh and song in a land where they call you mate. Around the Horn and home again, for that is the sailor's fate. Across the line.